2016, Def Jam, label de musique iconique, s'apprête à subir un coup de maître à plus de 20 millions de dollars. Bienvenue. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un artiste qui a réalisé un des plus gros braquages de l'industrie musicale. Pour comprendre, je vous emmène avec moi dans la vie de celui qui a toujours refusé de se conformer aux attentes. Alors on rembobine l'histoire de Frank Ocean. Christopher Edwin Brough est né le 28 octobre 1987 à Long Beach, en Californie, dans une famille modeste. Entre sa mère, Katonia Brough, et son père, Calvin Edward Coxey, c'est pas toujours la joie. Et à l'âge de 6 ans, son père quitte le foyer. Après cette séparation, il déménage avec sa mère à la Nouvelle-Orléans, où il se rapproche de son grand-père, Lonnie. Ils ont une relation si forte que Christopher sera surnommé Lonnie par tout le monde. Frank, lui, il est passionné par les jeux vidéo et les voitures. Et c'est sa mère, Katonia, qui jouera un rôle crucial dans son éducation musicale, en lui faisant écouter des classiques comme Céline Dion, Anita Baker, Prince, et même la bande sonore de The Phantom of the Opera lors des trajets en voiture. C'est en essayant d'imiter les voix de ses idoles qu'il va commencer à chanter juste et à vouloir faire de la musique. Inspiré par ses influences, Frank commence à jouer du piano dès son jeune âge, l'instrument préféré de son père. Les gens le constatent, il est créatif, doué et passionné, et ça y est, Christopher commence déjà à composer. Bon, même s'il voudrait tout lâcher pour faire de la musique, il est encouragé par sa mère à poursuivre les études. Il s'inscrit donc à l'université de la Nouvelle-Orléans en 2005. Pour autant, Christopher ne lâche rien. Il multiplie les petits boulots afin de financer son studio pour créer sa musique, et à force, il commence à empiler quelques titres. Maintenant qu'il a tout pour composer, rien ne peut l'empêcher de se lancer. Ou alors faudrait vraiment, mais vraiment pas de bol. En 2005, l'ouragan Katrina s'abat sur la Nouvelle-Orléans et détruit le studio de Christopher. L'ouragan Katrina, survenu en 2005, est l'un des plus puissants et des plus meurtriers de l'histoire des États-Unis, causant la mort de 1836 personnes et des dégâts estimés à plus de 108 milliards de dollars. L'ouragan a complètement détruit le studio de Christopher, détruisant toutes ses maquettes. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. Si pour beaucoup cette épreuve aurait pu donner envie d'arrêter, Frank ne se laissera pas abattre et en profitera pour partir quelque temps à Los Angeles pour enregistrer sa musique. My guy pretty like a girl, and he got 5 stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Avec quelques dollars en poche et sa copine de l'époque, Christopher part à Los Angeles. Là-bas, il va de studio en studio pour faire de la musique et enchaîne toujours les petits boulots en parallèle. Ce qui devait être une petite virée de quelques semaines durera plus longtemps que prévu. Un soir, il est invité par un de ses amis à une soirée remplie de producteurs, d'auteurs-compositeurs et d'autres artistes. Frank, pas très à l'aise, se décidera tout de même de présenter ses maquettes à un duo de producteurs présents ce soir-là, Midi Mafia. Et Midi Mafia, c'est ça. Et ces deux producteurs remarquent une chose. Il écrit très bien. Seulement pour eux, c'est un excellent auteur. Point barre. Christopher signe alors un contrat d'écriture et fait en sorte que ses maquettes retiennent l'attention. Mais qui dit départ dans la musique dit nouveau nom d'artiste. Et Christopher décide de prendre pour pseudonyme Lonnie Brough. Et oui, quoi de mieux que de choisir le prénom d'un homme avec qui il tisse des liens forts, son grand-père. Christopher crée et essaie de vendre ses maquettes comme il peut. Et ça va payer. Brandy, icône du R&B des années 90 et 2000, va accrocher à ses maquettes. C'est la première grosse artiste américaine qui travaille avec lui. Il contribuera ainsi à l'album Human de Brandy en écrivant 2 chansons. Avec ses collaborations, il va pouvoir attirer l'œil des producteurs de R&B
et va commencer à écrire des titres pour d'autres artistes comme John Legend ou Justin Bieber. Mais il va surtout pouvoir commencer à écrire ses propres titres. I stack these magazines in the corner after I'm done with them, and I still got the same hope that I started with, that you'll be in one of them. Sa particularité, c'est qu'il sait vraiment raconter des histoires. Et on le voit, son écriture, elle est imagée, remplie de détails qui pourraient paraître insignifiants, mais qui donnent tout le charme de son écriture. My camera shed some tears since you left him, with nothing, with nothing. Bon, même si dans la forme c'est plutôt standard, dans l'écriture on est quand même loin de certaines musiques clichés de R&B, remplies de je t'aime, reviens mon amour, etc., etc. Avec ses premières expériences en tant qu'auteur, compositeur, interprète, Christopher, devenu Lonnie Bro, prend un énorme plaisir. Il fait ce qu'il a toujours voulu faire, écrire et chanter ses propres chansons. Alors c'est décidé, il va tout faire pour être celui derrière le micro. Et pour symboliser ce changement, il va encore une fois changer de nom pour devenir Frank Ocean. When we were kids, we hand-painted strawberries on a swing. Every moment was so precious. Bon, déjà, pourquoi Frank Ocean? En fait, il change de nom suite au visionnage de Ocean Eleven, la première version avec Frank Sinatra, un film qui l'a marqué. Il combine donc le Frank de Frank Sinatra avec le Ocean du film Ocean Eleven, et ça y est, Frank Ocean est né. Et ça tombe bien parce que sa musique va arriver aux oreilles d'un des labels les plus influents de l'histoire de la musique, Def Jam. Pour celles et ceux qui connaissent pas trop, Def Jam, c'est un label de musique américain fondé en 1984 par Rick Rubin et Russell Simmons. Et tu connais sûrement Rick Rubin parce que c'est l'homme derrière le titre Walk This Way de Run DMC et Aerosmith qui mélange rock et rap, et derrière Blood Sugar Sex Magik des Red Hot Chili Peppers, un album qui les a propulsés au rang de superstars. Et Def Jam, c'est des artistes comme LL Cool J, Public Enemy, Nas, Jay-Z, Rihanna, Kanye West, Beastie Boy, DMX. C'est énorme. Et c'est un homme qui va faire basculer la vie de Frank. Christopher, dit Tricky Stewart, est connu pour des productions musicales pour des petits artistes comme Rien que ça. Et ce dernier est à la tête d'une faction de Def Jam. Un jour, il tombe sur des maquettes de Frank Ocean et il adore. Il adore tellement qu'il veut signer Frank sur le label. Et évidemment, on lui dit Non, on veut pas. Les autres membres du label ne sont pas vraiment emballés. Sauf qu'il insiste encore, et on finit par lui dire oui. Et le 15 mai 2009, Frank Ocean signe chez Def Jam. Ça y est, il va enfin pouvoir faire de la musique accompagné par un des plus grands labels de l'histoire de la musique. Et dans cette effervescence californienne, Christopher va rencontrer un personnage qui va changer sa façon de voir les choses. Un personnage haut en couleur. Yeah, we ain't talking to your dumb ass. You could be a millionaire and still be a bum ass boy. I've been in a dream, I've been on a tick. Okay, look. Notre cher Frank va rencontrer Tyler, the Creator. Et Tyler, à ce moment-là, il est en pleine énergie du collectif qu'il a créé, Hot Future. Hot Future, ou Hot Future Wolfgang Kills Them All, est un collectif de musique composé par exemple d'artistes comme Earl Sweatshirt, The Internet, Domo Genesis, mais pas que. Fondé en 2007 par Tyler, the Creator, ce collectif est composé de plein d'artistes différents. Et des artistes en tout genre. Skateurs, rappeurs, graffeurs, danseurs, Hot Future, c'est une énergie avant tout. Le collectif a un style unique, mélangeant humour décalé, rébellion, et musicalement ils ont un son avant-gardiste qui fait que rapidement, Hot Future est un phénomène dans la scène musicale underground. Une amitié forte va se créer entre Frank et Tyler, et ce dernier lui proposera de rejoindre le crew. Check your window. She's at your window. 1, 2, you're the girl that I want. And what of all my wild friends and the times I've had with them? Hot Future a eu une très bonne presse.
Ils sont pas super connus, mais ils ont les médias avec eux, ce qui met aussi de la visibilité sur Franck. Et si cette rencontre peut paraître futile, c'est tout le contraire. En fait, Odd Future va apporter à Franck une approche et une légitimité beaucoup plus hip-hop. Toute cette énergie rap, musique alternative, culture hip-hop au sens large, Franck va l'inclure dans son image et dans sa musique. Enfin, Odd Future, c'est un crew avec une approche indépendante. L'apprentissage du do-it-yourself et la capacité à s'autoproduire, c'est aussi l'ADN du collectif. Et ça, Franck va l'apprendre grâce à eux. Et ça tombe bien. Parce que ça va lui être super important. Certes, il a signé chez Def Jam, mais son label n'en a rien à faire de lui. Comme je le disais, c'est Tricky Stewart qui avait insisté pour signer Franck, malgré un refus du label au départ. Et malheureusement pour Franck, Tricky Stewart quitte rapidement Def Jam, avant même que leur collaboration puisse devenir fructueuse. Et petit à petit, Franck passera rapidement au second plan des priorités du label. Ce qui sonnait comme un départ triomphant dans un label légendaire, s'annonce en réalité être bien décevant. Aucun accompagnement financier ou moral, aucun suivi de projet, bref, Franck est délaissé. Et comme si cela ne suffisait pas, Franck va devoir vivre une expérience douloureuse, la mort de Lonnie, son grand-père qu'il considérait comme un père. My granddaddy was a player, a pretty boy and a pair of gaiters. See, I met him later on, I think it was 1991. The only dad I'd ever known, but pretty soon he'd be gone too. Mais vous commencez à le connaître. Franck n'est pas du genre à baisser les bras. Et sa rencontre avec Tyler et le collectif Odd Future lui a appris une chose: l'indépendance. Alors même si Franck voit son label le délaisser, il décide de faire les choses tout seul. Il finance lui-même ses séances de studio, trouve lui-même la direction artistique du projet, fait lui-même la cover du projet, et le 16 février 2011 sort Nostalgia Ultra. I believe Jehovah Jireh. I believe there's heaven. I believe in war. I believe a woman's temple gives her the right to choose, but baby don't abort. Nostalgia Ultra est une mixtape gratuite, sans le soutien d'un label et en auto-édition. Le projet sort sur le Tumblr de Franck avec un simple lien de téléchargement gratuit. Pas de YouTube, ni de plateforme de streaming, un simple lien de téléchargement. Et ce projet, c'est une réelle réussite. Le succès critique va clairement être au rendez-vous, et le projet est encensé par la presse qui le considère comme un des meilleurs de l'année 2011. Il reste cependant assez underground car la mixtape reste un projet gratuit et autoproduit qui bénéficie de peu de visibilité. Bon, comme le titre l'indique, la nostalgie est au cœur du projet. Et ce pour 3 raisons. Tout d'abord par les textes. Dans Nostalgia Ultra, Franck y raconte des fragments de souvenirs et d'expériences personnelles, notamment des relations amoureuses achevées. But you should know, you should hear that I have loved the good times here. Et c'est pas tout puisque les titres, notamment des interludes, nous plongent aussi dans des souvenirs, puisqu'ils citent des classiques du jeu vidéo comme Street Fighter, Golden Eyes ou encore Soul Calibur. La nostalgie est également présente par l'image, avec une pochette iconique montrant une BMW E30 M3, symbole des années 80-90. Et enfin, la nostalgie est présente par les sons. On retrouve beaucoup, mais alors beaucoup de samples dans Nostalgia Ultra. On retrouve les samples de Radiohead, MGMT, Coldplay, et il reprend carrément Hotel California des Eagles à sa façon. I took a walk with the palm trees as the daylight fell. Sangria in the canteen, talking to myself. Mais cette idée de nostalgie se retrouve aussi dans le sound design, avec des bruits de cassette tout au long du projet. Comme si on écoutait une compilation de titres faits maison dans son Walkman. Nostalgia Ultra porte bien son nom. En bref, on voit que Franck pense sa musique en tant que projet, accordant un énorme détail sur les textes, sonorités, images, etc., etc. Il va tellement loin que certaines paroles se font écho d'une chanson à l'autre. Par exemple, dans Novocaine, il cite le dernier et ultime film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Feeling like Stanley Kubrick. This is some visionary shit. Been trying to film pleasure with my eyes wide shut. Et bah, on retrouve l'iconique monologue d'Eyes Wide Shut, prononcé par Nicole Kidman, présent à la fin de Love Crimes,
quelques titres plus loin. And why haven't you ever been jealous about me? You are very sure of yourself, aren't you? Tout se fait écho. Évidemment, comme Nostalgia Ultra fait du bruit, son label Def Jam se réveille. Bon, les relations avec Frank sont très tendues. Dans un tweet, Frank dira « J'ai fait ça, pas Iceland Def Jam. C'est pourquoi vous ne voyez aucun logo de label sur la cover que j'ai faite. J'imagine que c'est ma faute pour avoir fait confiance à mon idiot d'avocat et signé chez une entreprise en échec. J'emmerde Def Jam et toutes les entreprises qui signent des gamins qui ont des rêves et du talent avec aucune intention de les développer. Je les emmerde. Les relations sont très tendues. Mais bon, malgré ces relations tendues, pour eux c'est évident. La mixtape a un très beau succès critique. Il faut donc la commercialiser, la diffuser sur les plateformes, faire des CD, etc. etc. Seulement, Nostalgia Ultra, c'est 95% de samples. Et Frank n'en avait rien à faire des droits d'auteur. Ce qui lui valut d'ailleurs un petit accrochage avec Don Henley, chanteur des Eagles. C'est pour toutes ces raisons de samples que vous ne retrouvez toujours pas aujourd'hui Nostalgia Ultra sur les plateformes de streaming. Bon, si le label pensait pouvoir se faire un bon billet en commercialisant la mixtape, c'est mort. Mais ils savent dorénavant qu'ils ont un petit génie chez eux, et ils veulent d'un prochain album. Ce à quoi Frank leur dira « Donnez-moi $1 million si vous voulez le prochain album ». Et le label accepte. Ça y est, Def Jam s'intéresse enfin à lui. Mais c'est pas tout, parce que d'autres artistes du label aussi, notamment un certain Kanye West. En 2011, Kanye West et Jay-Z collaborent sur Watch the Throne, un album commun célébrant le luxe, la réussite et leur place au sommet de l'industrie musicale. C'est un album hyper attendu. On parle de deux légendes, de deux artistes ultra influents sur un album commun. La hype est immense. Quelques mois avant, Kanye West, qui travaille alors sur l'album, entend un artiste de son label qui fait beaucoup de bruit. Kanye West écoute Nostalgia Ultra et il adore. Il adore tellement qu'il va proposer à Frank de venir collaborer sur l'album. Mais Frank n'apparaît pas sur un titre. Il apparaît sur 2 titres. What's a king to a god? What's a god to a non-believer who don't believe in anything? Sweet baby Jesus. Oh, sweet baby Jesus. We made it in America. Cette collaboration, elle va donner un réel coup de projecteur à Frank, qui, je le rappelle, n'a toujours pas sorti d'album commercialisable. Évidemment, le succès de l'album Watch the Throne est énorme. Et la participation de Frank à cet album est acclamée. Frank n'est plus aussi inconnu que ça. Et c'est pas tout. Après cet album, Jay-Z fera écouter Nostalgia Ultra à sa femme, Beyoncé. Et cette dernière lui dira « Je veux collaborer avec lui ». I was in the car and my husband was playing this music, and this guy's tone and his lyrics just touched me. And after one song, I said, okay, who is that? Because I want them on a flight tonight. And he told me it was Frank Ocean. Frank va donc écrire un titre pour une des plus grandes artistes du 21e siècle. It hurts my pride to tell you how I feel, but I still need to. En parallèle, Jay-Z achète aussi une chanson de Frank Ocean, Thinking About You. Il la veut pour lancer la carrière de sa protégée de l'époque, Bridget Kelly. And I'm thinking about you. Ooh, nah, nah, nah. I be thinking about you. You know, no, no. I be thinking about you. Do you think about me still? Do you? Seulement cette chanson, Frank il l'aime. Et même s'il continue d'écrire pour d'autres artistes, il veut chanter. Et bah ça tombe bien, parce que son prochain album est prêt. Mais il reste encore une chose que Frank doit faire avant. Le 4 juillet 2012, quelques jours avant la sortie de son nouvel album, Frank Ocean publie une lettre ouverte sur son Tumblr. Dans cette lettre ouverte, il partage son expérience d'un été, l'été où il est tombé amoureux d'un homme. Il y a 4 étés, j'ai rencontré quelqu'un. J'avais 19 ans, lui aussi. On a traîné ensemble cet été-là et celui d'après aussi, à 2 presque tous les jours. Alors souvent, on dormait ensemble. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai réalisé une chose, j'étais amoureux. C'était maladif, c'était sans espoir. Il n'y avait aucun moyen pour moi de m'en échapper. Impossible de négocier avec mes sentiments. Pas le choix. C'était mon premier amour, et ça a changé ma vie.
Cher premier amour, je te suis reconnaissant. Reconnaissant parce que même si on n'a jamais vécu ce que j'aurais aimé qu'on vive, quelque chose s'est passé. Il y a des choses qui ont lieu, d'autres jamais, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je ne t'oublierai jamais. Frank Ocean conclut sa lettre en affirmant qu'il n'a plus de secret à cacher. Il est enfin lui-même. Dans un milieu musical encore marqué par l'homophobie, cette déclaration a été un réel acte de courage, redéfinissant les représentations de la masculinité et encourageant d'autres artistes à s'exprimer librement. Hip-hoppers discriminate against gay people. Cette transparence, elle a été saluée par beaucoup d'artistes pour son authenticité et sa poésie. Frank est enfin lui-même. Il n'a plus rien à cacher. Et le 10 juillet 2012, Frank Ocean sort son véritable premier album, Channel Orange. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Le projet est un carton. La critique et les auditeurs sont unanimes, l'album est incroyable. Channel Orange s'est imposé comme l'un des meilleurs disques de 2012, apparaissant en tête de nombreux classements critiques et décrochant le titre de meilleur album de l'année chez certains médias. Bon, quand on plonge dans l'album, on s'aperçoit que, encore une fois, c'est extrêmement travaillé. Déjà, musicalement, Frank ne s'est pas mis de barrière. Il mélange les genres, prend des voix très aiguës et s'en contrefou du format des morceaux. Je pense par exemple à Pyramide, où le titre dure près de 10 minutes, avec deux parties musicales bien différentes. Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. En termes d'écriture, c'est aussi très très fort. C'était déjà une des forces de Frank à ses débuts, mais là il pousse encore plus loin. Déjà, quasiment tous les titres ont une double lecture. Je peux évoquer Bad Religion, où il fait le parallèle entre l'amour et la religion. If it brings me to my knees, it's a bad religion. Mais aussi et surtout Pyramide, où Frank mêle histoire antique et réalité moderne pour explorer la déchéance après une rupture. But you love Africa, jewel. What good is a jewel that ain't still precious? I'll watch you fix your hair and put your panties on in the mirror. Cleopatra, then your lipstick. Cleopatra, then your 6-inch heels. Dans Pyramide, Frank compare la femme aimée à Cléopâtre, reine d'Égypte dont la grandeur et l'honneur se sont effondrés après des choix personnels et politiques. Mais les pyramides symbolisent aussi un club de striptease de Las Vegas. Ils représentent ainsi la perte de statut et d'amour dans un monde où l'exploitation et le superficiel dominent. Dans Channel Orange, Frank y raconte des histoires souvent basées sur ses expériences amoureuses. Je pense par exemple à des morceaux comme Thinking About You, qui traitent de l'amour non réciproque. Oui, ce même morceau vendu quelques mois plus tôt à Bridget Kelly, eh bien Frank ouvrira son premier album avec ce titre. Thinking about you, do you think about me still? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Tout l'album est très bien écrit, je pense au storytelling sur Super Rich Kid, ou à Lost où il chante sur une mélodie très joviale l'histoire d'une fille qui se noie dans la drogue et dans son style de vie luxueux. Start my day up on the roof. There's nothing like this type of view. Lost in the heat of it all. L'album est également travaillé en tant que projet. Si sa première mixtape Nostalgia Ultra avait pour fil directeur des bruitages de cassettes, ici les éléments sonores font référence à la télévision. Et cela explique en partie le titre, Channel Orange. Channel en anglais signifie la chaîne de télévision, oui, mais cela signifie aussi le fait de gérer des émotions fortes. Orange est une couleur qui fait référence à l'été, les premiers amours, les couchers de soleil, bref, tout ce dont Frank parle dans l'album. Si le succès critique et commercial est au rendez-vous, Frank va quand même déchanter quand il va voir que les médias vont plus parler de lui pour le post où il parle de l'été où il est tombé amoureux d'un homme que pour sa musique. Pour autant,
son album aura un impact très fort. Et de nombreux artistes ont cité Channel Orange comme une œuvre ayant transformé leur vision de la musique. For me, that last record, the Channel Orange record, was just a record that affected me profoundly. I had a real emotional connection to it. I understand Frank Ocean has been pretty significant for you, especially his Channel Orange album in particular. Yeah, I mean, when I first started songwriting, I made a lot of love songs, and I'm very narrative, I want to say. I'm not really metaphorical, I just tell stories. So listening to Frank Ocean's music was like, dang, I can really make the switch into like... Working. He's super talented. He's like the Black James Taylor. He's lyrical, he's got a great perspective, and super sick melodies. Et maintenant, c'est l'heure de célébrer. L'album a son public, il est reconnu dans le milieu, fait un très beau succès. Et en plus de cela, Channel Orange est nominé aux Grammy Awards. Channel Orange est nommé lors des Grammy Awards 2013 dans 4 catégories, dont Album de l'année et Enregistrement de l'année pour le morceau Thinking About You. Coucou Bridget Kelly. This Grammy goes to Frank Ocean. Et Frank gagnera le prix du meilleur album contemporain. C'est une réelle consécration pour lui après tout son parcours. Tout le monde va se lever, standing ovation, tout le monde sauf une personne, Chris Brown. Frank Ocean. Et pour comprendre, il faut remonter quelques mois plus tôt. Ok, en gros, un soir, Chris Brown tweetera « J'aime beaucoup Frank Ocean. Il me rappelle un jeune James Fauntleroy ou Kevin Cussum. » Sauf que James et Kevin sont des paroliers, et uniquement des paroliers. Avec ce tweet, Chris Brown réduit Frank à un unique auteur de chansons, effaçant ses talents d'interprète. Frank répondra à ce tweet « J'aime beaucoup Chris Brown. Il me rappelle un jeune Sisqó ou Ike Turner. » Sisqó et Ike Turner, ce sont des chanteurs de R&B, oui. Mais d'un certain âge et qui ont clairement eu leur temps. De là, ça va s'embrouiller à coups d'insultes, et Tyler the Creator s'en mêlera aussi sur les réseaux. Bref, une embrouille classique. La suite est assez floue, avec des témoignages de part et d'autre. Mais un soir, Frank sort d'un studio à Los Angeles, et il croise Chris Brown. Chris Brown aurait affirmé « C'est mon studio, c'est ma place de parking, c'est chez moi, etc. etc. » De là, les esprits se sont échauffés, et ils se sont battus, laissant une coupure sur le doigt de Frank. Et ce doigt coupé aura son importance. On en reparlera par la suite. Frank, inspiré par cette altercation, fera une référence dans le titre Sunday avec Earl Sweatshirt. Forgot you don't like it rough. I mean, he called me a faggot. I was just calling his bluff. I mean, how anal am I gonna be when I'm aiming my gun? And why's his mug all bloody? That was a 3-on-1. Standing ovation at Staples. I got my Grammys in gold. Bon, c'est une embrouille classique, hein, oui. Mais ce clash, il est quand même intéressant car il montre deux visions de la musique. D'un côté, Chris Brown qui veut rester sur la scène, tester les nouvelles modes, et Frank qui veut proposer une musique sans concession qui lui ressemble. Avec toutes ces histoires, Frank en a ras-le-bol de l'industrie musicale. Un label relou, des stars avec qui il s'embrouille, etc., etc. Et ça tombe bien, parce que Frank est sur un nouvel album. Et il s'apprête à réaliser le plus gros braquage de l'industrie musicale. Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Depuis le début, Frank est assez discret dans les médias. Hein. Il ne fait que peu d'apparitions et travaille en silence sur son prochain album. Et son label Def Jam va lui faire une très belle promo. En effet, ils affirment en interview que Frank est une diva, que c'est super dur de travailler avec lui, qu'il est imbu de lui-même, que ça traîne en longueur, etc., etc. Ça, c'est de la promo. Pour Frank, c'est la goutte d'eau. Hein. Son label n'a jamais cru en lui, l'a toujours réduit à un parolier, l'a complètement délaissé pour sa première mixtape, et maintenant il l'affiche dans les médias. C'est trop. Mais bon, Frank a signé un contrat, et sur ce contrat, il doit encore donner un album à Def Jam. 4 ans après son premier album Channel Orange, on se demande donc où est passé Frank. Et le 1er août 2016, on a un début de réponse. Un live de 140 heures réparti sur 19 jours, où l'on voit Frank construire un escalier. Bon, tout au long de ce live est disséminé des extraits de chansons inédites.
shine for real. Feelings come, feelings go, feelings come, feelings go, feelings come, feelings go, feelings come, feelings go. Et ça, c'est cool. C'est un dispositif qui rappelle un peu les performances dans le monde de l'art contemporain. Et on se demande donc où veut en venir Frank. Que signifie ce retour? Le live se termine le 18 août 2016 à 23h. Et juste après, son nouvel album est disponible. Et cet album, c'est Endless. Saturdays involved making our entrances into life outside. We've been in this room too long. Recreation is keeping us self-contained and aware. Le 19 août 2016 sort Endless, le deuxième album de Frank Ocean. Sauf que cet album est spécial. Déjà, c'est un album visuel. En gros, l'album il est publié comme un long métrage. Et dans ce long métrage, on voit Frank construisant un escalier dans un entrepôt, une métaphore de l'idée de progression et d'ascension artistique. Cet album il est également spécial car il n'est disponible que sur Apple Music sous format de vidéo. Impossible donc d'écouter les titres en individuel, on est obligé de regarder le long métrage. Bon, l'album il est très créatif, hein. On retrouve des riffs de guitare, des harmonies vocales aériennes, des rythmes désarticulés, etc. etc. Keep pushing on, never let us stop. How it happens to be, now it happens to me. Mais si l'album a une aura planante, introspective, mystique, on a tout de même le sentiment d'un album inachevé. Et attention, je trouve personnellement que Endless est un album très agréable à écouter, avec de très beaux titres. Mais ce sentiment d'album inachevé, j'arrive pas à me l'enlever. Bon, et en plus, le concept de l'album visuel rend sa diffusion super complexe. L'album il est conçu comme une œuvre sonore et visuelle. Aujourd'hui encore, il n'est pas disponible en format audio sur les plateformes de streaming. Mais ce sentiment d'album incomplet, il est peut-être volontaire. Pourquoi? Eh bien seulement 24 heures après la sortie d'Endless, Frank Ocean sort son véritable album, Blonde. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Bon, on rembobine un peu les choses parce que ça fait beaucoup d'infos. Chez Def Jam, Frank avait signé pour 2 albums. Nostalgia Ultra n'étant pas commercialisé, ce dernier n'est pas valable comme un album dans le contrat. Après avoir sorti Channel Orange, Frank doit donc encore un album à Def Jam. Sauf que vous l'avez compris, Frank en a ras-le-bol de Def Jam. C'est là qu'il élabore le plus gros braquage de l'industrie musicale. Sous son contrat avec Def Jam, Frank percevait environ 14% des revenus générés par ses albums. C'est un taux plutôt standard pour les artistes signés avec des majors. Sauf que Blonde est un album sorti en indépendant, sur son propre label qu'il a créé en parallèle, Boys Don't Cry. Oui, pendant ce temps, Frank était en train de bâtir son label, dans l'ombre et à l'abri des regards. Frank livre alors Endless pour conclure son contrat, et révèle ensuite son véritable album, Blonde. En comparaison, en tant qu'artiste indépendant, Frank passe de 14% à 70% des revenus de son album Blonde. C'est énormissime. Bon, et en plus de ça, Blonde sort quelques semaines en avance sur Apple Music, qui a dû donner plusieurs millions d'euros pour cette exclusivité. Et bon, Frank n'a pas dû reverser le moindre centime de cette négociation à Def Jam, puisqu'il est maintenant libéré de son contrat. Bon, et parlons un peu de Blonde, parce que Blonde est un énorme succès, avec près de 275 000 ventes en première semaine. On estime ses ventes dans le monde à environ 1,5 million d'exemplaires. Ajoutez à ça l'exclusivité qu'Apple Music a payée pour l'album, et on estime ce braquage de l'industrie musicale à plus de 20 millions de dollars. Frank a profité de l'exposition et des moyens mis en place par Def Jam pour sortir dans la foulée son album Blonde en indépendant. C'est du génie.
Bon, après la sortie numérique de Blonde, Frank a cherché à distribuer l'album en format physique. Cependant, les majeures américaines ont refusé, probablement en solidarité avec Def Jam et pour éviter que d'autres artistes ne suivent une démarche similaire. Mais Frank ne se laisse jamais faire. Pour contourner la situation, il a rusé en incluant des copies physiques de Blonde dans son magazine Boys Don't Cry. Ce magazine il a été distribué lors d'événements pop-up exclusifs à Los Angeles, New York, Chicago et Londres, offrant aux fans le projet physique tout en évitant les majors qui avaient refusé de distribuer l'album. C'est du génie. Rentrons un peu dans l'album. Déjà cette cover iconique signée Tillmans. Vous remarquez rien? Bingo, le doigt coupé. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Frank fait référence dans la pochette de son album Blonde à l'altercation qu'il a eue avec Chris Brown, lui laissant une coupure sur les doigts. Pour continuer dans les références, Frank ouvre son album avec le sublime titre Nikes. Et dans la version clippée du titre, on entend J'ai deux versions, Endless et Blonde. Et puis pour finir, le titre de l'album. Le projet s'écrit Blonde au féminin avec un E, tandis qu'est écrit sur l'album Blonde sans E au masculin. Frank joue ici sur l'ambiguïté du genre pour refléter son identité, ses expériences et les émotions complexes de son album. Et cet album, parlons-en. Bon, Blonde explore l'adolescence, l'identité, l'amour et la quête de soi. Pendant la création de Blonde, Frank Ocean était en panne d'inspiration. C'est en discutant avec un vieil ami de la Nouvelle-Orléans et en se remémorant leur passé qu'il a trouvé l'axe de l'album, les souvenirs d'adolescence. L'album parle donc d'amour, de drogue, de sexe, d'acceptation et d'identité. I thought that I was dreaming when you said you loved me. The start of nothing, I had no chance to prepare, I couldn't see you coming. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Bon, je vais pas faire une analyse poussée de Blonde parce que ça prendrait des heures en vidéo et c'est pas le but ici, mais on pourrait dire que Blonde se divise en deux parties. Une première partie qui raconte des souvenirs d'adolescence. Et une deuxième partie, plus sombre et introspective, où Frank tire des conclusions sur sa propre identité. White Ferrari. Had a good time. 16, how was I supposed to know anything? Et comme par hasard, pour appuyer cette séparation, l'album qui dure 60 minutes a une transition bien marquée au bout de 30 minutes, soit pile la moitié du projet. Avec Frank, rien n'est dû au hasard. Musicalement, Blonde mélange plusieurs styles musicaux, R&B, de la soul, musique électronique, etc. Comme à son habitude, c'est loin des conventions. À la manière de sa reprise de Hotel California des Eagles dans Nostalgia Ultra, Frank réinterprète ici Close to You, une chanson qui connaît de nombreuses reprises, dont la plus connue est celle des Carpenters. Just like me, they long to be close to you. Une manière de montrer que sa façon de faire de la musique n'a pas changé. L'album, il utilise des effets vocaux super intéressants, comme des voix pitchées qui pourraient rappeler une voix d'adolescent, thème de l'album. Bon, et pour illustrer ça, je suis obligé de vous mettre un extrait de ce qui est un de mes titres préférés de Frank Ocean, Self Control. L'album Blonde se termine par une interview entre Frank Ocean et son frère Ryan, enregistrée lorsque Ryan avait 11 ans, où le jeune homme parle de ses rêves et de ses réflexions d'enfant. What's your first memory? The first word I learned to say, or that I ever said. Frank est libéré. Cet album, c'est lui qui crée sans contrainte.
Bon, et puis Frank, c'est quand même le seul mec qui a Beyoncé sur un morceau, mais qui la met en choriste et sans la créditer. Bref, l'album est un réel bijou, acclamé par le public et la critique. Mais à vrai dire, Frank s'en moque des critiques. Il s'en moque tellement qu'il choisira de ne pas soumettre Blonde au Grammy Award 2017. En gros, pour gagner un Grammy, il faut envoyer son album à la cérémonie avant une certaine date. Mais Frank n'enverra pas son album. Frank y proteste contre ce système qu'il juge trop axé sur les intérêts commerciaux et pas assez sur la diversité musicale. En sortant l'album de manière indépendante sur son label Boys Don't Cry, il a rejeté la reconnaissance des institutions. Ce geste y critique un système tout en affirmant que la véritable valeur artistique ne réside pas dans des récompenses officielles. Mais comment revenir après ça ? Après l'ouragan qu'est Blonde, Frank va revenir en douceur. Avec notamment quelques titres par-ci par-là et quelques collaborations. Mais il est temps de vous faire part d'une théorie, l'album de Frank Ocean qui n'est jamais sorti. Après Blonde, Frank sort en 2019 deux singles, In My Room et DHL. No sleeper seats, that's a mattress. No sleeper seats, that's a mattress. Look at them shakes, made up a dance. How come you shook? And I ain't took out my hands. Et ces singles ont une chose en commun, une cover à la direction artistique similaire. Et en bas de ces covers, on remarque des silhouettes. Sur chaque cover, une silhouette est sélectionnée et correspond à la cover du single en question. Mais nous n'avons que 2 singles. Or, il y a plusieurs silhouettes. Est-ce que cela sous-entendrait d'autres titres et donc un potentiel album ? On ne le saura jamais. Bon, et on peut se demander pourquoi ce potentiel album aurait été annulé. Une partie de la réponse se situe peut-être dans le drame que Frank Ocean va vivre, le décès de son petit frère, Ryan. Le 2 août 2020, Frank perd son frère, Ryan Bro, dans un accident de voiture, alors qu'il est âgé de seulement 18 ans. Pour rappel, Blonde se finissait sur une discussion entre Frank et Ryan, ce qui montrait aussi à quel point les deux frères étaient proches. C'est évidemment une expérience traumatisante pour Frank, qui depuis ne donne plus de nouvelles. Plus récemment, beaucoup pensaient que Frank Ocean serait de retour dans l'album Chromacopia de Tyler the Creator. Tyler avait teasé cet album avec des personnages cagoulés, et certains y voyaient Frank. Une connexion plus que probable quand on connaît la relation entre les deux artistes. Bon, seulement, pas de retour de Frank sur l'album de Tyler. Mais récemment, Pharrell Williams a révélé que Frank Ocean est toujours en studio et qu'il prépare quelque chose. Cooking up. Cooking up. Yeah. I loved it. I mean, I know that I don't wake up every day expecting a Frank Ocean album, but I love the idea that he's cooking. Oh yeah, you know he's cooking. He stays. Frank stays in the kitchen. Yeah. And it's probably the reason why he doesn't serve as much. He really enjoys the culinary process, yeah. Mais Frank risque de revenir autrement. En effet, Frank Ocean va faire ses premiers pas en tant que réalisateur. Un long métrage produit par A24 est en cours de tournage au Nouveau-Mexique. L'actrice Taylor Russell serait pressentie pour le rôle principal, mais pas d'infos supplémentaires. Bon, et si le long métrage voit le jour, on peut peut-être espérer une bande-son de la part de Frank. Et oui, après Endless et son concept d'album visuel, ce serait pas forcément surprenant que Frank revienne de cette manière pour nous surprendre une fois de plus.